Bonjour Patrick Gianni, je suis vraiment très heureuse de venir ici à Montpellier, Également, dans ce bel hôtel des départements hôtel de département, de c'est l'Hérault. immense, hein, on est Voilà. vraiment dans un Ouais, magnifique très cadre. grand. Voilà, et donc aujourd'hui vous allez nous parler d'astrologie karmique, Mhm. c'est ça. Voilà. Et donc on va... Qu'est-ce qui vous a amené à l'astrologie karmique? Alors, c'est à mes tout débuts, vraiment, je débutais en astrologie et tout de suite, je suis tombé sur un ouvrage de Dorothée Koechlin de Bismont Mhm, qui s'appelle Astrologie karmique. mhm. Alors, ça m'a interpellé, je me suis dit, tiens, je vais l'acheter aussi en même temps que je débutais avec des bouquins de Barbeau pour monter mon thème, etc. Mhm. Et puis j'ai lu ce livre, mais à l'époque, bien sûr, c'était complexe pour moi. Elle superposait les thèmes en domification Placidus avec le thème aussi en Anayamsa, vous savez, avec le décalage de pratiquement un signe, quoi, 28 Oui, degrés. oui. Voilà, donc bon, c'était très complexe. Alors je l'ai survolé, mais déjà ça m'interpellait. Mhm, Et quelques années après, lorsque j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'astrologie plus précisément, plus profondément, je suis tombé sur un ouvrage d'un Américain, Voilà. un ouvrage d'un Américain qui traitait des nœuds lunaires. Mhm, Voilà, et c'était le karma. Alors je me suis dit, voilà, donc là j'ai lu ça et je me suis dit, oh, mais ça me parle vraiment bien ça, mhm, parce que ça détermine vraiment quel est le chemin de vie. mhm. Hein. Voilà, à l'époque je n'appelais pas comme ça le chemin de vie, mais plus tard, au fur et à mesure de mes consultations, à la pratique, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus valable qu'une simple dominante. Mhm. Vous savez, les dominantes, on regarde à peu près les planètes dans les signes, quelles sont celles qui sont majoritaires, on regarde les planètes à l'ascendant, etc. Mais la dominante me parlait, bien sûr, parce que c'est normal qu'elle parle. On est un Vénusien ou un Saturnien ou un Mhm. Neptunien, bien sûr. Mais là, vraiment, la perspective de ce chemin de vie qui est indiqué par le nœud nord, avec toutes les expériences du nœud sud qui sont bien marquantes dans une vie, Mhm. je me suis dit, oui, ça c'est vraiment bien. Alors, je me suis intéressé de près, bien entendu. J'ai écrit un livre qui s'appelait Les 144 positions des nœuds lunaires en collaboration avec Laurence Larzul. Mhm. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis vraiment intéressé de plus en plus précisément au karma. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment une dimension beaucoup plus que la tradition nous le demandait en astrologie, nous le permettait, non seulement psychologique, mais spirituel Mhm. cet axe des nœuds. Oui. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vraiment la colonne vertébrale du thème. Alors, on ne peut pas s'empêcher de mettre ça en rapport avec notre chemin personnel. Voilà, on est avec un certain bagage, quelquefois lourd, Mhm. quelquefois léger, et on va vers ce nœud nord qui est notre devenir, Mhm. et qui peut être quelquefois aussi éprouvant que le nœud sud, mais qui est très intéressant parce qu'il part du cheminement de notre âme. Mhm. D'accord. Et donc, par rapport à ces nœuds, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'on est en train de vivre des éclipses particulièrement fortes Oui, qui sont très ouais, liées aux nœuds. ouais, Et tout à fait. comment bien vivre des éclipses? Ah, C'est très général, c'est j'imagine qu'il n'y a pas de réponse unique à ça. c'est clair. Sur les réseaux sociaux, vraiment, je vois tellement de témoignages de gens qui en souffrent, Oui. surtout les hypersensibles, Mhm. les empathes, vraiment, ils en bavent. Hein. Oui. Et moi-même, je suis très sensible, et mon épouse particulièrement. Alors, quelquefois, dès qu'on arrive à une période d'éclipse ou simplement de pleine lune, Mhm. comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, Oui. et ce soir, euh, on a tendance un petit peu à se dire qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la C'est ça, figure. c'est ça. Ça peut être super bien en même temps aussi, Mais hein. en même temps, c'est évolutif. Ouais. Voilà. On s'est aperçu que à chaque fois, c'était peut-être pénible à passer, mais il s'agissait d'un nettoyage le plus D'accord. souvent, ou de prise de conscience de plus en plus élevée. D'accord. Donc on est vraiment bien dans ce phénomène de l'ascension, on le Oui. ressent de plus en plus, Oui. et c'est particulièrement intéressant. On a de la chance de faire partie finalement de ce qui se passe, parce Mhm. que ça va très vite, mais c'est hyper intéressant. Regardez justement par rapport à cet axe actuellement des nœuds lunaires qui se situe en nœud sud Capricorne
et Nonor en Cancer. On est vraiment dans la problématique du pouvoir, hein, Capricorne, de tout ce qui est statique, les lois, les banques, les États, etc., qui sont complètement en pleine effervescence actuellement avec Saturne et Pluton. C'est des blocages de partout, ça résiste à fond. Mais on doit aller vers le nœud nord en Cancer. Et le nœud en Cancer, c'est au contraire, c'est tout ce qui est sensible, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille, avec le foyer, avec la patrie aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a des choses formidables à vivre. Oui. Et est-ce que c'est justement tout ce travail sur les nœuds qui passe par les éclipses ou d'autres éléments, nous permettent de nous, si on arrive à les travailler vraiment en conscience, à nous réaligner avec notre axe des nœuds de naissance? Est-ce qu'on se rapporte à ça? Non, là c'est plutôt un cheminement vraiment global de l'humanité, hein, qui sont marqués en mondial, l'astrologie mondiale. Maintenant, par rapport à notre thème, oui. Bien sûr, parce que si par exemple vous avez des nœuds qui se superposent à cet axe-là, c'est d'autant plus marquant pour votre destinée. Là, vous vivez vraiment les choses à fond avec ce nœud sud en Capricorne, avec ses contraintes, avec ses blocages, avec ses remises en question profondes. Et vous devez aller vers l'expression de votre sensibilité, de votre imaginaire, quelquefois si vous êtes un artiste par exemple. Alors que si par exemple ces nœuds sont en carré avec les vôtres, voyez, ce qui arrive tous les 4 ans et demi environ, là il y a un choix à faire. D'accord. Voilà, il y a un choix à faire. Vu que ça concerne à ce moment-là des signes qui sont en carré avec le Cancer Capricorne, c'est-à-dire Bélier, Balance. D'accord. Alors pour les Béliers, je le constate autour de moi, c'est très flagrant. Tous les Béliers sont bloqués dans ce qu'ils peuvent faire. Ils voudraient avancer. Eux qui sont toujours impatients de faire les choses, même qu'ils les devancent quelquefois. Là, ils sont complètement pétrifiés. Ils ne peuvent plus avancer. Ils râlent. D'accord. Et du point de vue donc affectif, c'est la Balance. La Balance en prend pour son grade aussi, parce que du point de vue affectif, Saturne plus Pluton en carré, ça refroidit drôlement le niveau relationnel. Le couple d'un point de vue général aussi. Le point de vue général, rapport à l'autre. Ok. Et d'après vous, qu'est-ce que l'astrologie karmique? Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors, elle apporte, bien sûr, comme je viens de le dire, une connaissance de notre chemin de vie. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert et que beaucoup ont pratiqué maintenant. Tous les étudiants s'en aperçoivent. Cela montre vraiment d'où vient notre âme, le sud, et où va notre destinée, notre devenir, le nord. Mais il y a aussi la lune noire dont on tient compte énormément, les régents karmiques des nœuds, c'est-à-dire les maîtres planétaires des nœuds, et puis les aspects dissonants et les aspects harmoniques, parce que les aspects dissonants, surtout s'ils sont très dissonants, montrent quel est le type de karma qu'on a à dépasser, alors que les aspects harmoniques, c'est plutôt des rétributions des vies passées, de ce qu'on a fait en bien, entre guillemets. Voilà. Alors, on me demande souvent, mais qu'est-ce qui différencie un thème karmique d'un autre? Est-ce que c'est une carte du ciel différente? Non, pas du tout. C'est la même carte du ciel, sauf qu'on ne tient pas compte des mêmes éléments qu'en astrologie traditionnelle qui tient compte plutôt des planètes angulaires, dont on tient compte bien sûr, mais on les retrouve dans le karmique aussi, ou par exemple la dominante, voilà, qui se retrouve d'ailleurs également dans le karmique. C'est là où tout se tient, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elle ne se différencie pas des choses, des autres façons de pratiquer, par une technique spéciale, très mentale, très intellectuelle, mais plutôt par une façon de synthétiser finalement le thème, de trouver vraiment qu'est-ce qui ressort en premier de ce thème. Voilà, moi je m'attache beaucoup à cette façon de voir, que j'ai partagé dès le début d'ailleurs avec un ami qui est Pierre Lassalle, puisque lui mettait l'accent sur l'astrologie holistique. Il disait qu'il faut regarder une carte du ciel de façon holistique. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est comme ça qu'on... Bon, bien sûr, les étudiants ne peuvent pas y accéder tout de suite, mais au bout de quelques années de pratique, on prend une carte du ciel et on se laisse guider par ce que l'on ressent de cette carte du ciel.
par les amas, bien entendu, par l'axe des nœuds, par une conjonction particulièrement très forte autour d'un point spécial de l'ascendant, etc. Et là, on s'aperçoit effectivement que c'est intéressant, c'est riche, parce que c'est vraiment la signature de l'individu. D'accord, plus que peut-être l'étude du soleil ou... Oui, ouais. voilà. D'accord, voilà. ouais. Parce que c'est vrai que le soleil, c'est quelque chose qui peut paraître vraiment flagrant, de l'ordre du rayonnement. Et comment il se place, le soleil, justement, dans une astrologie karmique? Est-ce qu'il a sa place? Alors, oui, bien entendu qu'il a sa place, heureusement. Mais il a une place qui lui est accordée de façon un peu secondaire, je dirais. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est plutôt la personnalité. Hein. Le soleil, si vous êtes Capricorne, par exemple, eh bien, vous fêtez votre anniversaire en même temps que pleine Capricorne, et votre soleil, il est dans ce signe-là, qui fait 30 degrés tout de même. Bon. Donc, ce qui le caractérise vraiment, c'est comment il est placé dans le thème. Hein. Voilà. Mais c'est global, c'est la personnalité, c'est notre incarnation solaire, le soleil, c'est vraiment ça. Hein, voilà. Alors que la destinée de l'individu est plus en rapport avec l'âme. Et l'âme, elle ne se voit pas dans le thème. Elle est un petit peu en filigrane derrière, quoi. C'est pour ça qu'il faut aller la chercher et voir où elle se cache, justement, cette âme. Où elle en est dans son évolution, surtout. Voilà. Et en lien, évidemment, avec le vécu de la personne et ce qu'elle va en dire. Absolument. Voilà. Parce que deux thèmes identiques ne seront pas vécus de la même manière en fonction du chemin évolutif. C'est ça qui est plutôt rassurant, d'ailleurs. Heureusement. Heureusement. Et donc, justement, le soleil, selon comment il est configuré, qu'est-ce que ça peut nous en dire, justement, au niveau karmique? Alors, au niveau karmique, je parle globalement, bien sûr. On va faire des exemples, voilà, des cas d'école. Hein. Il ne s'agit pas tout de suite de se dire, voilà, je suis comme ça. Il faut toujours rappeler qu'on doit tenir compte de l'ensemble. Bien sûr. Mais si on caractérise un petit peu un soleil, par exemple, qui est conjoint à Jupiter, on s'aperçoit souvent que c'est une personne joviale, généreuse, enthousiaste, suivant le signe, bien entendu, aussi, hein, mais chanceuse aussi. Hein. C'est donc une rétribution karmique. Ça veut dire que la personne a été déjà dans le passé comme cela. Elle a été généreuse, elle a été rayonnante, voilà, brillante quelquefois. Si c'est par exemple en Lion, son soleil Jupiter Lion, voilà. Ça se voit. Voilà. Ça passe pas inaperçu. Ouais, ça passe pas inaperçu. Ça signifie donc que c'est une personne qui va revenir avec ces qualités-là, avec ses attributs. Alors qu'une conjonction Soleil-Pluton, par exemple, c'est plus difficile. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de lourd derrière Pluton. Et souvent, c'est le cas. On s'est aperçu. C'est karmique par excellence, parce que Pluton, c'est la planète qui a un rapport avec notre subconscient, avec toutes les couches basses de la psyché. Donc généralement, on a affaire à une personne qui ne maîtrise pas très bien ses pulsions, son inconscient, qui se laisse un peu dominer quelquefois par des choses qui l'attirent vers le bas, vous voyez. Donc oui, du point de vue psychologique, c'est très intéressant si la personne se met à travailler sur elle. Oui, parce qu'avec un soleil Pluton, on peut vraiment faire des choses merveilleuses, magiques, incroyables. On peut devenir par exemple psychologue. Oui, voilà, être en capacité à sonder l'âme de manière extrêmement précise. Ou être un chercheur aussi, si on a son soleil Pluton en Capricorne par exemple. Mais effectivement, c'est l'esprit de recherche, l'esprit d'aller fouiller vraiment la profondeur des choses. On peut travailler dans des sites archéologiques, des choses comme ça. Voilà. Donc tout dépend de la qualité du soleil. Voilà. La personnalité que représente le soleil va se teinter justement des attributs karmiques que l'on a, en positif ou en négatif. C'est vraiment, dans ce que j'entends, une école de la vie, c'est-à-dire que l'âme a vécu un certain nombre d'expériences par le passé. Tout à fait. Et au-delà de la rétribution, c'est vraiment la générosité de l'expérience qui fait qu'on connaît certaines choses, que d'autres on a à réapprendre, à retravailler, et qui nous met finalement dans une forme de libre arbitre, moi qui m'intéresse particulièrement, beaucoup plus
que dans quelque chose de déterministe où on se dit on est plombé par le karma et c'est fichu et ça semble vraiment très ouvert. Tout à fait. Ma pratique de l'astrologie karmique, c'est essentiellement celle-là. Retourner toute sa noblesse à l'âme, à l'être essentiel qui est derrière, qui vient faire des expériences. Et on n'a pas à le juger, on n'a pas à culpabiliser, on a simplement à considérer ce qui a été vécu et la manière dont il aborde son devenir. Vous voyez, dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie karmique, je n'ai pas été le seul, mais il y a certaines personnes, auteurs ou astrologues tout simplement à l'époque, qui ont cherché un peu à s'approprier de l'astrologie, cette astrologie karmique, en ont fait quelque chose vraiment d'inquiétant, de culpabilisant. Vraiment, dès le départ, je me suis dit non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Voilà. Les hindous d'ailleurs qui traitent le karma très fréquemment, les astrologues hindous, ne sont pas aussi fatalistes. Et pourtant, quelquefois, ils le sont. Enfin, c'est les hindous qui sont devenus fatalistes. Mais les astrologues hindous savaient très bien que il n'y avait pas de culpabilité à avoir. On venait pour parfaire certaines connaissances, pour voir comment on peut échapper, entre guillemets, à son destin en évoluant spirituellement, justement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette astrologie-là. C'est d'en faire vraiment un allié précieux pour notre cheminement personnel, notre cheminement spirituel. Voilà. Oui, l'astrologie est vraiment une lecture, un outil qui est vraiment dépendant des lunettes de l'astrologue et de celui qui va lire. Et c'est vrai que quand on est dans une éducation, dans certains carcans de culpabilisation, on va faire une astrologie culpabilisante, déterministe, cloisonnante, sclérosante. Et c'est aussi le chemin intérieur de l'astrologue de s'émanciper de ça et d'avoir ce chemin de recréation permanente du symbolisme pour qu'on puisse utiliser ces symboles dans toutes leurs possibilités évolutives aussi. Parce que c'est vrai que l'astrologie dont on va lire des bouquins d'il y a 100, 200 ans, effectivement, on n'est vraiment pas du tout dans la même énergie de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, de tellement neuf et fatalité. Voilà, c'est ça, et d'une astrologie qui rend tellement service à l'humanité, qui nous permet de nous sortir des carcans, des croyances et d'évoluer, quoi. Tout à fait. Par exemple, la lune noire, lune noire, c'est typique ça. Tout de suite, on a dit dette karmique. Ah non, pourquoi qui a décidé ça, que c'était forcément une dette karmique? C'est une dette karmique quand elle est mal aspectée et qu'on s'enferme dans ce côté-là, qu'on résiste à évoluer, à se remettre en question. Là, oui, elle peut être une dette karmique qu'on reproduit en plus, donc c'est vraiment pas marrant, ni pour soi ni pour les autres. Mais si par exemple elle est très bien aspectée, à ce moment-là, au contraire, c'est un aspect d'évolution et même de dépassement de soi. Dans mon livre L'astrologie karmique, j'en parle, je dis qu'il y a plusieurs aviateurs ou personnes qui se sont intéressées à l'aviation ou à l'astronautique, qui ont leur lune noire au milieu du ciel, en maison 10, et bien aspectée, comme Yuri Gagarin, le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, Clément Ader, le premier à voler avec un engin qu'on appelait un avion pour la première fois. Donc ce sont des gens, finalement, qui ont essayé de se hisser, d'évoluer dans leur thème, pour se dépasser, quoi. C'est ça. Ils ont dépassé quelque chose. Dans ce que j'entends par rapport à la lune noire, c'est vraiment, ça nous raccorde à cet idéal d'absolu et cet idéal vraiment d'ouverture. Yuri Gagarin, s'il a une lune noire en plein milieu du ciel, ça ouvre vraiment ces champs et cet espace infini qui nous semble tellement inaccessible, et pourtant, à partir du moment où on le dépasse, ça devient presque accessible. Ce paradis sur Terre, parce que finalement la lune noire, elle parle aussi d'un paradis sur Terre, de quelque chose. Et c'est vrai que le travers de la lune noire, c'est simplement quand on se sent coupé
de ce paradis. Je suis en plein retour de la lune noire, donc Ben voilà. je suis en train de m'en faire une amie et c'est Absolument. absolument incroyable. Oui. C'est des ouvertures énergétiques incroyables, mais bon, faut suivre le mouvement énergétique. Oui, voilà. Faut pas se dire allez, je descends, parce que si on descend, c'est pas bon du tout. Non, Mais non. quand on intègre ces énergies tellement voilà, incroyablement élevées, la lune noire est un symbole vraiment de lumière, quoi, finalement. Oui, c'est une lumière cachée, Oui. bien entendu. Hein. Mais à partir du moment où on arrive à dépasser le côté instinctif, instinctuel de la lune noire qui nous tire vers le bas, à ce moment-là, on découvre qu'il y a un côté initiatique qui, au contraire, va nous donner vraiment une dimension encore plus poussée par rapport à notre vécu, dans ce à quoi on accorde vraiment une valeur forte. Parce que souvent, la lune noire, c'est un manque. Il y a beaucoup de gens qui le vivent comme un manque. Comme par exemple la lune noire en taureau, on a toujours besoin de manger, on a toujours besoin de se rassurer, on a toujours besoin d'embrasser, voilà, on a besoin de contact, de se rassurer avec la matière ou avec l'argent, par exemple. Hein, voilà. Alors que si on dépasse ce côté-là, on s'aperçoit que la lune noire en taureau, c'est l'amour de la nature aussi. On vibre avec la nature, on aime bien la terre, le contact avec la terre, le contact avec la poterie, l'argile, etc. Donc oui, il y a un côté vraiment lumineux dans cette lune noire. Après tout, c'est le deuxième foyer de l'orbite terrestre, donc ça a bien à voir avec la Terre. Hein. C'est ça, complètement. Et je dirais effectivement le manque, cette béance dont on parle souvent par rapport à la lune noire, si on la dépasse, je crois qu'on se sent nourri quoi qu'il arrive et l'exercice de la gratitude doit être vraiment important pour la lune noire. Si on est déjà heureux d'avoir ces feuilles autour, si supposer qu'on ait une lune noire en taureau, eh ben on est immédiatement nourri plutôt qu'avoir besoin de se remplir. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. C'est un cheminement qui est vraiment fabuleux. Et si on dépasse justement ce symbole de la lune noire, on peut peut-être le faire aussi sur le nœud sud qui a mauvaise presse aussi et sur lequel on fait porter des choses. Oui, tout à fait, parce que bon, le nœud sud, c'est vrai qu'il faut travailler sur son nœud sud. Quand on commence à l'astrologie karmique, il faut bien comprendre comment il fonctionne et à quoi il se rattache lorsqu'il vient transiter nos planètes natales, parce que souvent il vient réveiller des vieilles choses. Alors si c'est des choses lumineuses, formidables, mais quelquefois c'est des choses un petit peu lourdes. Hein. On s'aperçoit vraiment qu'on a besoin de nettoyer. Donc oui, le nœud sud représente souvent, de par sa forme, c'est comme un vase, un peu à l'envers, comme ça. Et donc dans ce vase, il peut y avoir autant des choses vraiment pénibles, des choses lourdes, des choses noires, que le Graal lui-même. Hein. Donc vraiment, même on peut le transformer justement, on peut transformer tout ce passé-là pour en faire quelque chose de vraiment lumineux. Et qui nous montre justement que tout n'est pas à rejeter dans le nœud sud. Parce que dans le nœud sud, il y a des valeurs très bonnes aussi qu'on a développées. Hein. Oui. Voilà, donc, ce bagage d'expérience dont on parlait tout à l'heure, qui est un acquis finalement, c'est notre acquis. On parle souvent de l'axe nœud nord, nœud sud, où on se dit voilà, le nœud sud, si on y reste enfermé, finalement on reste dans une forme de passé, et il s'agit d'aller vers le nord, mais sans abandonner ce nœud sud, parce que c'est notre richesse, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous rend qui on est finalement aussi. Tout à fait. C'est un axe, n'oublions pas, c'est un axe. Donc comme un axe, comme tout axe, regardez dans les voitures, il y a l'axe des roues, elles avancent ensemble, il n'y en a pas une qui avance plus vite que l'autre. Donc il faut les faire travailler ensemble, tout en étant conscient de la direction du nord. Ça c'est important, de se dire, bon, je vais vers là. D'accord. Je ne régresse pas. Parce que si je régresse, je vais rester toute ma vie avec mes petits dons, mes petites ambitions, mais je ne vais pas vraiment m'élever. C'est ça. Quoi. Et quand on a le sentiment dans sa vie d'une perte de sens, d'une perte de nord, justement, c'est sur le nœud nord qu'il s'agit de regarder pour se réaxer peut-être. Oui, voilà. Quand on a une perte de sens de la vie, il faut toujours se dire, attends, c'est où que je vais ? Je vais dans cette direction de ce nœud nord, d'accord. Donc, quelle est la planète qui le fait vibrer, ce nœud nord, le régent karmique, le maître planétaire du... Ah, donc,
si j'ai une perte de repère ou une perte de sens actuellement, c'est peut-être que je n'ai pas employé l'énergie de cette planète d'une manière qui convient à mon avancement spirituel. Voilà. Donc c'est là où on peut réajuster. Oui. Et quelquefois attendre, patienter. Parce qu'on se dit, ah bon, on regarde les éphémérides et on se dit, oui, mais c'est juste, l'année prochaine qu'il transite mon soleil, donc, ou mon régent karmique du Nord, donc c'est pas la peine que je me presse, il n'y a rien d'urgent. Oui. Laissons venir les choses, faisons confiance. Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, entre un transit et un autre, il y a plein de choses qui se passent de type préparatoire. Voilà, c'est ça, hein, on est dans les phases finales et souvent, on ne termine pas forcément bien les choses. On est plutôt dans vouloir agir, avancer. Et parfois, cette phase où on termine les choses, où on termine un cycle, est tellement important et une grande leçon pour moi de l'astrologie par rapport à la société. Quand on se branche, par exemple, sur le cycle lunaire, tout simplement, on va vers une pleine lune et puis après, ça décroît. C'est vrai que la décroissance, d'un point de vue général, n'a pas forcément bonne presse. Et quand on s'allie à ce rythme, justement... voilà, de croissance, décroissance, on est tellement plus en phase avec la vie, quoi. Voilà. Il faut se mettre en phase. C'est des saisons, c'est un cycle de saison. La Lune aussi, et là, c'est un cycle extrêmement rapide, 28 jours. Mais on s'aperçoit que c'est un peu comme le rythme des saisons. Il y a d'abord cette nouvelle Lune qui est comme un ensemencement, finalement. On se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Parce que c'est une nouvelle Lune. Et dès le premier croissant de lune, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le ciel, surtout lorsqu'on le voit, on sent quelque chose de joyeux dans ce premier croissant. C'est le premier sextile. Hein, et il est vraiment porteur d'espoir déjà. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger de la terre qu'on a plantée là. Voilà. Après, le premier quartier pose toujours évidemment la notion de qu'est-ce que j'ai à dépasser ou qu'est-ce que j'ai comme effort à fournir. C'est ça. Comme la plante, finalement, c'est la même chose. Hein. Et puis la pleine lune, voilà, c'est vraiment l'apothéose, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, le fruit est sorti ou la fleur est sortie et là on est vraiment en train de basculer vers l'involution, le processus inverse de l'évolution. On est dans l'involution qui va nous mener à une nouvelle graine. Et dans cette période-là, il faut s'adapter, bien entendu, à ce qu'on a fait, à finir les choses, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, pour préparer aussi. Voilà. Et c'est vraiment accepter cette décroissance et cette involution, c'est pour moi la plus grande, manière la plus efficace d'évoluer finalement. Oui, parce que quand on veut que évoluer, finalement, on oublie le retour à la Terre. Tout à fait. Donc, et au niveau du thème, les aspects entre les planètes, est-ce qu'ils peuvent être vraiment... indicateur d'un karma. Oui, d'accord. Absolument. Oui. Ça, vous pourrez le vérifier dans tous les thèmes que vous montez. Par exemple, lorsque vous avez une triple conjonction, un stélium dans un signe, c'est fort, généralement, c'est puissant. La planète qui est la propriétaire de cette maison va être très importante à étudier. Si cette planète-là révèle un aspect dissonant à d'autres planètes, on peut dire qu'il y a effectivement des résistances à l'évolution. Il y a des choses qui n'ont pas été dépassées. Vous voyez, on peut donner un exemple avec le scorpion qui a toujours mauvaise presse, le pauvre. Moi j'adore. J'adore le scorpion. Bon, j'ai vu des stéliums en scorpion comme ça, avec un Pluton qui est... C'est dans les années 86 qu'il y a quelque chose comme ça, oui, je crois. Dans les années 80, non, Pluton était en balance dans les années 80, c'est plutôt les années 80, fin 90. Et ces personnes-là, c'est comme un poids un petit peu, ce Pluton-là, parce qu'il a beau être chez lui, mais il brasse toutes sortes de choses inconscientes dont il faut vraiment s'occuper, parce que sinon, il tire vers le bas, comme je disais tout à l'heure. Hein, voilà, il empêche d'évoluer. À ce moment-là, la personne peut soit faire une analyse, une psychothérapie, travailler sur elle d'une autre manière, dans des stages par exemple, qui concernent justement tout ce qui est pulsionnel, tout ce qui est en rapport avec ces forces obscures, ces forces cachées.
Mais vraiment, c'est indispensable de s'en occuper. Voilà, c'est là où je dis on ne peut pas passer à côté d'un stellium et d'une non, planète maîtresse d'un stellium. Parce qu'à ce moment-là, la personne, suivant son évolution, selon son milieu aussi, bien entendu, mais elle peut rester vraiment bloquée toute une vie, avec des peurs comme ça, des peurs ou des angoisses ou des pulsions, comme par exemple quelqu'un qui a un prédateur sexuel ou des choses comme ça. Alors c'est vraiment dommage parce que si cette personne arrive à mieux se connaître, au contraire, elle va pouvoir aider des personnes qui ont la même problématique. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Effectivement, il y a peut-être un potentiel de porteur de lumière dans le monde de l'ombre, dans le monde des profondeurs et de mise en amour, mise en conscience de tout ça. Quoi. Vraiment un travail. Accepter son ombre, c'est très important. Voilà. Pour tout un chacun. Voilà. Accepter son ombre. Bon, d'accord, je ne suis pas d'accord, ok, j'ai fait des choses. Je croyais que j'étais quelqu'un de vachement bien, mais ok, d'accord, j'ai mes petits démons sont là aussi. Voilà, oui, je crois qu'il faut les accepter. Il faut les accepter, mais il faut s'en occuper, effectivement, parce que s'ils nous prennent toute la tête, c'est pas normal, on peut devenir malade vraiment. Peut-être les remettre à leur place. Les remettre à leur place. Voilà. C'est comme l'ego, finalement, ça. parce que c'est en lien avec l'ego, les petits démons intérieurs. C'est les résistances personnelles de l'ego. Alors l'ego, il est là, il dit oui, mais moi j'ai besoin de ça pour vivre. Alors c'est là qu'il faut se replacer à qui l'on est vraiment, c'est-à-dire l'âme, un cœur aimant et aimé de la source, comme j'aime toujours à le rappeler, c'est lui qui doit commander, c'est elle qui doit commander, c'est l'âme. Et c'est pas l'ego. Voilà. Donc il faut lui dire, toi tu es là pour juste préserver mon encadrement social, je dirais, pour que je m'affirme, que j'ai confiance en moi. Mais hormis ce domaine-là, c'est bon. C'est pas toi qui prends la parole, c'est l'âme. Voilà. Et est-ce qu'il y a un accord possible justement entre cette âme et cet ego? Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'accord possible. Si, il y a un accord possible à partir du moment où l'ego comprend qu'il doit être là, mais pas trop. Voilà. S'il prend trop d'importance, c'est là où il devient vraiment dangereux. Et pour soi et pour les autres. J'aime beaucoup ce qu'a dit Bernard Pivot. Savez, non, allez-y, dites voir. Ne jamais mettre d'accent circonflexe sur le E de ego, parce qu'il met trop d'accent sur lui déjà. C'est ça. J'aime beaucoup. Effectivement. Moi, je vois assez bien l'ego comme un cavalier, enfin le cheval d'un cavalier finalement, et que le cheval va nous donner de l'énergie. Alors l'ego, on peut peut-être aller plus loin, mais en tout cas tous ces mondes d'en bas qui nous donnent les pulsions, l'énergie, et que finalement le cavalier, il est là quand même pour conduire le cheval et pas laisser partir le cheval au galop. Et finalement, ces mondes d'en bas, ils nous permettent de nous diriger, de nous mouvoir et d'avoir du plaisir aussi sur cette terre. Oui, bien sûr. Il faut lui laisser la place qu'il réclame. Et il reste... De temps en temps, il faut lui dire, je te fais plaisir. C'est ça. Okay. Et la conscience doit être là, par contre, pour conduire et utiliser et rester connecté quand même à ce corps. C'est ça. C'est exactement ça. L'âme, c'est la conscience. Voilà. C'est elle qui permet de réagir. Mais j'aime beaucoup votre image du cheval et de celui qui l'a conduit, parce que ça me fait penser à cette image de la Bhagavad Gita, vous savez, la Bible des hindous, où l'on voit Krishna sur son char, et derrière il y a donc celui qui est censé conduire la bataille, et il y a un questionnement qui se pose à un moment donné. Mais je ne vais pas aller affronter ces gens, je ne vais pas faire la guerre, c'est pas possible, les gens sont de mon milieu, etc. Et Krishna, donc l'âme, lui dit, mais si tu ne le fais pas, qui va le faire? Alors si tu dois dépasser certaines choses en remportant cette bataille, eh bien fais-le, parce que peut-être qu'un autre fera encore plus de dégâts.
Ouais, oui, oui. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant pour sortir des jugements justement voilà, vis-à-vis de l'autre. On dit oh là là, Ouais. celui-là il a fait ça, mais s'il l'avait pas fait, qu'est-ce qu'il y aurait Oui, eu? voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne saura jamais. Oui. En termes d'indicateurs du thème justement en astrologie karmique, est-ce qu'on peut parler des planètes rétrogrades qui ont parfois aussi mauvaise presse? Ah oui, alors elles ont mauvaise presse, c'est vrai. Mais bon, il faut relativiser leur importance. Les planètes rétrogrades ne sont pas des boulets aux pieds que l'on traîne, ce ne sont pas des dettes karmiques, non, ce sont des énergies que l'on a peut-être développées dans des vies antérieures, mais peut-être pas suffisamment, pas de façon complète, ou qu'on doit peut-être y revenir pour passer à autre chose. Voilà. Maintenant, il faut toujours les resituer par rapport aux générations. Voilà. Il est évident qu'un Pluton rétrograde en balance, donc dans les années 80, sera tout différent d'un Pluton en Capricorne de maintenant, qui est rétrograde aussi. Voilà. On le raccorde au vécu collectif, ça? Au vécu collectif, à la D'accord. génération. Oui. Voilà. Il faut vraiment le rapporter à la génération. Maintenant, les planètes rétrogrades qui sont vraiment importantes parce qu'elles peuvent être d'essence karmique, ce sont les planètes rapides. C'est-à-dire, pas Mercure rétrograde parce que souvent c'est pas vraiment un indicateur vraiment très fort. Mais Mars ou Vénus rétrograde, je me suis aperçu que du point de vue affectif, souvent c'était en relation avec le thème. Comme par hasard, on va retrouver un nœud nord ou un nœud sud en bélier ou en balance. Oui, voilà. Il y a vraiment la relation de couple, la vie amoureuse Voilà, est fortement à travailler. Voilà, tout à fait. Voilà. D'accord. Donc ces planètes-là, essentiellement, sont un peu pénibles à vivre parce qu'il n'y a pas cet élan que porte Mars, par exemple, qui est en relation avec le bélier, donc c'est vraiment l'énergie la plus brute, quoi. Hop, on passe à l'action en avant. Là, il y a une inhibition de l'action, des initiatives à prendre, dans le travail, ça se ressent aussi, on y va un peu à reculons. Et Vénus, c'est plutôt du genre où on n'arrive pas vraiment à aimer, on n'arrive pas vraiment à ouvrir son cœur, on se méfie de l'autre. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans les thèmes. Et Jupiter rétrograde, qu'est-ce qu'il peut raconter d'un point de vue karmique? Jupiter rétrograde, qu'on a pu manquer de générosité dans les vies antérieures. D'accord. On n'a pas été assez généreux, on n'a pas été assez enthousiaste, spontané dans notre rapport aux autres. D'accord. Ça peut raconter ça. Et donc, suivant le signe, oui. Pour le dépasser, en balance par exemple? En balance, oui. Alors, on n'a pas été, par exemple, assez généreux envers les partenaires, les associés. Oui. Donc là, il faut penser effectivement à partager un peu plus, à faire des cadeaux de temps en temps. D'accord, d'accord. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le travail, et c'est l'intérêt de l'astrologie qui va nous permettre de prendre conscience de ça, et du coup, se dire, ok, là je vais y penser, et je vais voir ce que ça fait, je vais voir comment ça circule en moi. Voilà, voilà. Expérimentons. Ouais. On a vraiment cet outil merveilleux de l'astrologie. Moi, je ne cesse de l'explorer depuis 35 ans maintenant, mais je suis toujours étonné parce qu'il y a toujours quelque chose à explorer, à expérimenter, tout le temps. Exactement. Donc, cet outil est merveilleux. Expérimentons. Oui, vraiment. C'est ça. Bon, bah écoutez, et je voulais présenter quand même votre livre parce que on a ici, vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le livre de Patrick Gianni, l'astrologie karmique, et il y a vraiment une formidable remise au point de ce qui est le karmique d'un point de vue général, et après surtout on va sur quelque chose de très pratico-pratique, et pas Patrick, n'est-ce pas, avec évidemment le travail sur les nœuds lunaires, les régents karmiques, les planètes conjointes au nœud sud, les transits, la lune noire. C'est hyper riche vraiment d'un point de vue pour travailler son propre thème, donc vraiment je vous le conseille. C'est un bon outil de travail, de développement personnel. Ouais. Principe de base et pratique, on ne peut pas mieux résumer l'esprit du livre. Voilà. Donc je vous remercie infiniment, Patrick Gianni. Voilà, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour un nouveau télésommet. J'en serai ravie. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.